qu'est-ce que le gouvernement veut? Il veut qu'il y ait des espaces protégés. Et c'est ce que nous avons fait. Mais nous ne voulons pas qu'on ordonne le déguerpissement des populations riveraines des habitats des bonobos. Nous, on a toujours vécu avec eux, depuis des temps immémoriaux. Mais pourquoi ne pas garder notre façon de vivre coutumier? Les bonobos ont leur terroir, nous aussi le nôtre, et on évolue. Et c'est ce que nous avons fait. Et ça marche. J'entendais l'histoire par mon papa qui me disait les bonobos et les humains, on était sortis de même descendance. Jusqu'à maintenant, les bonobos ils restent dans la forêt comme les animaux. Nous, on est au village comme les hommes. Dans la zone ici, les bonobos est considéré comme un congénère. Donc on l'appelait même un cousin. On a eu même dans les groupes folkloriques du village, il y a une chanson scandée. Bonobo était au village, Bolobo. À cause de sa dette qu'il ne voulait pas payer, il s'enfuya dans la forêt. La forêt est considérée chez nous comme une mère nourricière. C'est dans cette forêt qu'on retrouve les espèces qu'ils consomment, les médicaments. La pharmacopée traditionnelle en dépend largement. Ils ne peuvent pas s'en passer. Elle intéresse également les exploitants forestiers qui estiment que l'exploitation de cette forêt est beaucoup plus rentable pour eux. Et cette forêt, c'est la première forêt, quand vous quittez Kinshasa, elle est vraiment très exposée. Jacques Christophe, quand il a initié l'ONG Mbumutur, la pauvreté était vraiment accrue. Mais il fallait quelqu'un pour démontrer que non, écoutez, même avec les ressources naturelles, même avec la forêt que nous avons, nous pouvons les capitaliser, les transformer en richesse palpable. Parce que la première richesse, c'est d'abord la tête. Si on est conscient, si on est intelligent, on peut avec un petit rien se développer. Et il fallait aider la communauté à réaffirmer sa valeur. Et la prise de conscience, la confiance en soi-même a aidé à ce que la communauté maintenant puisse se développer. Par les sensibilisations de Mbumutu, les villages de Nikala ont accepté de la conservation. Après, le projet a évolué. M. Jean-Christophe Bokika, il est le président de Mbumutu. Il a cherché des partenaires parce que ça, c'est Mbumutu, c'est l'ONG local. Ça sera de la conservation communautaire. C'était pratiquement une navigation à vue, un saut dans l'inconnu. Mais heureusement pour nous, nous avions quand même une sorte de repère légal, l'article 22 du Code forestier, qui, lui, donne l'occasion, l'opportunité aux communautés locales de destiner une partie de leur terre à l'usage de leur choix. Nous avons expliqué à la population comment il est important de faire l'agriculture dans la savane. Ici, c'est la savane, mais vous voyez comment le maïs pousse, vous voyez comment le manioc pousse. Nous ne voulons pas faire la conservation pour la conservation, mais nous voulons concilier la conservation et le développement socio-économique des communautés, afin de réduire la pression dans la forêt, la pression anthropique, et d'améliorer la sécurité alimentaire et aussi de diversifier les sources de revenus. Quelqu'un qui a diversifié ses sources de revenus ne va plus s'attaquer à la forêt. La lutte contre la malnutrition était le cheval de bataille de l'ONG Mbumutu. C'est dans ce sens que l'ONG a formé les gens dans chaque village. Jusqu'aujourd'hui, Mbumutu continue à doter tous les villages, toutes les communautés avec les semences, afin d'aider à la communauté à diversifier leurs régions. Ça, c'est les ananas. Ça, c'est l'oseille. J'avais planté aussi l'oseille. Notre approche est différente de l'approche classique. Ce que nous avons fait, c'est nous avons créé en quelque sorte des réserves qui sont gérées directement par les communautés locales. Il y a l'organisation des CL2, les comités locaux de développement. On décide dans l'ensemble, on se réunit, que voilà les points faibles dans le village,
Et nous manquons la poste de santé, et comment on va marcher, améliorer l'aménagement source d'eau, faire même la lumière autour du village, la construction des bâtiments, salles de classe. Je suis de Mbumutur, je suis mobilisateur, ou en d'autres termes sensibilisateur. Ça consiste vraiment à mobiliser les gens pour qu'ils puissent quand même accepter la conservation et surtout la protection des grands chiens bonobos. Nous sommes en avance par rapport à certaines ONG de conservation. Mais malheureusement, les bailleurs ne s'y intéressent pas. Les bailleurs ont toujours tendance de financer les grosses machines. Et les petites machines sont sacrifiées en dépit du fait qu'elles font du bon travail. Les adversaires, ce sont ceux qui pratiquent l'écocolonialisme. L'écocolonialisme, c'est ceux qui ne veulent pas donner à la population locale de développer leurs propres méthodes de conservation qui ont déjà réussi et qui continuent à réussir. Et les adversaires, ce sont aussi ceux qui ne veulent pas que la communauté locale puisse disposer ses propres terroirs pour la conservation ou pour leur propre développement. Parce qu'on ne peut pas parler de la conservation aujourd'hui où on met l'homme de côté. La conservation, c'est prendre l'homme au centre de tout. Et l'homme au centre de tout, c'est concilier les systèmes, c'est-à-dire l'écologie et la sociologie. Il faut combiner les tout. Et alors, les ennemis, ce sont ceux qui ne veulent pas qu'il y ait cette combinaison, qu'il y ait la réconciliation entre les trois objectifs communs de Rio et les objectifs de développement durable. Parce qu'on ne peut pas faire la conservation tant que la population qui vit en ce milieu est pauvre, tant qu'elle n'a pas mangé. À notre avis, le modèle classique qui consiste à créer des parcs sans consultation des communautés locales, des communautés riveraines de la faune qu'on veut protéger, à notre avis, ce modèle a montré ses limites. Les populations locales ne trouvent pas leur compte. Tout a été fait dans un bureau climatisé. On identifie une région où il y a eu une riche faune, une biodiversité très riche, et on dit désormais, on va la protéger. Tout se fait comme si, dans cette partie, la nature est vierge. Il y a des gens qui y habitaient, qu'on n'a pas consulté, à qui on n'a pas expliqué les raisons de la création du parc. Et ils ont vu venir les agents de l'administration pour dire, écoutez, chez vous, il y a ça comme espèce, nous voulons protéger, vous devez déguerpir, vous devez aller ailleurs, et les gens sont partis. Les populations ont eu l'impression que l'État a préféré les animaux aux hommes. Souvent, ça échoue à cause de ça, puisque la population des guerpis revient pour se venger et tuer les animaux par vengeance. Mais tandis que dans la conservation communautaire, comme l'idée est venue de la communauté s'arrange pour protéger ses ressources. Pendant qu'ailleurs, on est en train de dépenser peut-être des millions d'euros, des millions de dollars à la lutte anti-braconnage. Ici, des cas pareils, nous ne le connaissons pas. Il faut que les gens sentent que vous êtes avec eux, en tout lieu et en toutes circonstances. Jacques Christophe est entouré de plusieurs cadres qu'il a formés depuis plusieurs années, aujourd'hui plus de 10 ans. Alors, si aujourd'hui il disait que non, écoutez, j'ai beaucoup fait, je dois me reposer un peu, je pense qu'il sera fier de voir aussi la continuité de ce qu'il a transmis aux autres. Les bonobos, ce n'est pas un patrimoine batéké, c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine mondial. Et si les gens ont fait des sacrifices, il y a lieu quand même de penser à eux,
d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela que nous lançons un vibrant appel aux personnes de bonne volonté, aux organismes tant étatiques que para-étatiques, de soutenir quand même l'initiative. C'est une particularité dans le domaine de la conservation.